Bonsoir, bonsoir mes chers auditeurs, bienvenue pour le podcast numéro 43. 4 et 3, c'est un peu les chiffres du jour. 4, c'est comme le nombre de points du PSG. Et 3, c'est comme la place du PSG en Ligue des Champions après la phase aller. C'est un pari bien tristounet, malheureusement habituel, que l'on a pu voir hier soir. Pour en parler ce soir, pas de Jimmy qui a décidé de devenir moine suite à cette nouvelle contre-performance. En revanche, Olivier, qui on rappelle était président du fan club de Tourelle, il est bien là ce soir. Bonsoir Olivier. Et le fan club de Tourelle est toujours là. Parfait. Et un autre habitué de ces podcasts à nos côtés, Drayas, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Au sommaire aujourd'hui, on va donc revenir sur ce match nul, 2 buts partout du Paris Saint-Germain face à Naples pour le compte de la troisième journée de poule de Ligue des Champions. On reviendra avec nos différentes rubriques habituelles. On fera ensuite un gros plan sur Tourelle. 4 matchs importants, 4 compos prévisibles. Cela ne fonctionne apparemment pas, il est l'heure de peut-être changer et de trancher dans le vif du sujet. Mais quelle solution a-t-il? On en discutera avec nos deux chroniqueurs. Et enfin, on se projettera sur le match de dimanche avec le classissime OM-PSG. On écoutera les souhaits et les attentes de Drayas et Olivier. Donc on va commencer par ce match contre Naples. 2 buts partout, on rappelle, des buts d'Insigne. Et je ne sais plus le deuxième buteur de Naples d'ailleurs. Mertens, voilà, et des buts parisiens. Un but contre son camp et un but de Di Maria en toute fin de match, un peu miraculeux. Donc on va commencer par la rubrique habituelle. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce match? On va commencer par toi, Olivier. Qu'est-ce qu'on a aimé dans ce match? C'est quand même très difficile de répondre à cette question parce qu'il n'y a pas grand-chose qu'on a aimé dans cette nouvelle prestation décevante du PSG après le revers contre Liverpool. Et c'est pas de point positif dans cette prestation affligeante que seul un miracle signé Di Maria, comme tu l'as dit dans les arrêts de jeu, a empêché d'être sanctionné par une défaite. Alors la principale satisfaction, c'est celle-là. On reste en vie dans cette poule grâce à ce match nul inespéré, alors qu'une défaite qui semblait inévitable à quelques secondes de la fin aurait quasiment été synonyme d'élimination. Liverpool premier à 6 points, Naples deuxième 5 et le PSG troisième 4 points. Tout reste encore possible puisqu'il reste encore la moitié des matchs à jouer, c'est-à-dire 3 matchs. Mais il faudra être autrement plus performant que ce qu'on a vu contre l'anglais et l'italien. Sinon dans le jeu, le seul point positif que je relève est la réaction tactique de Tourelle à la pause qui a su passer du 4-2-3-1 qui était complètement en échec face à l'organisation de Naples au 3-4-3, permettant de soulager le milieu de terrain et de redensifier le bloc. Mais si on souligne cette réaction, c'est bien parce que l'organisation de départ était inadaptée, ce qui est malheureusement une constante chez Tourelle depuis le début de la saison. Et on a constaté une fois de plus que ce qui suffit en Ligue 1 ne suffit pas en Ligue des Champions. Il est maintenant plus que temps que le coach et son staff prennent les bonnes options dès le coup d'envoi, car être obligé de jouer une seule mi-temps, ça reste trop difficile lorsque l'enjeu est très élevé. Merci à toi, Olivier. Drayas, est-ce que tu as des choses à rajouter? Déjà j'aurais des choses à réagir par rapport à ce qu'a dit Olivier, mais d'une manière générale, tout simplement, j'ai pas trop envie de respecter la structure aimer pas aimer, et j'ai préparé un petit texte que je vais lire. Espèce de rebelle. Ouais. Alors, lorsque je suis arrivé hier soir au bar, et non, pas de stade en ce moment, j'ai rejoint un certain Basto qui est avec nous ce soir. Il avait amené avec lui ses 2 chiards, j'ai nommé complainte et négativisme. Il débattait à base de « Oh, mais le 4-2-3-1, c'est pas possible, on va se faire exploser. Si Kylian ne défend pas, on va être dans la mouise ou autre. De toute façon, à chaque gros match, il ne surprend pas. C'est bien beau de surprendre contre Amiens, mais là, il me... » 3 petits points. Je parle comme du Carlier. Sur le deuxième point, il avait vu juste le Saligo. Et yep, entre cet entrejeu droit et de cet entrejeu droit est venu l'écroulement d'un édifice qui avait vendu des illusions alléchantes pendant 20 minutes. Ce trou béant entre un Verratti qui a décidément du mal à retrouver son meilleur niveau et un Mbappé aux abonnés absents dès qu'il fallait se replier. Et dois-je ajouter, allez yep, j'ajoute, il ne se replie pas d'une force que t'as l'impression qu'il se fout de ta gueule, le gamin qui commence à prendre le melon. On avait le côté droit qui battait de l'aile, mais cela ne nous empêchait pas d'avoir la maîtrise du jeu, d'être utile avec cette dernière. On était à 7 frappes à 2 à la 24e et de proposer quelque chose de solide.
Je veux dire, mis à part un exploit de la cave, et quoi, que plus personne dise qu'il ne sait pas viser l'Edison. C'est en plein dans le mille qu'il l'a mis celle-là. Un ou deux coups comme ça, et il sera titu jusqu'à la fin de la saison. Easy. Donc, mis à part l'exploit signé à Uruguay, on était bien, quoi. Yep, mais voilà, nous, c'est Paris. Et yep, tu peux pas test, man, nous, c'est Paname. On enfile notre plus belle atour en remonté d'un élégant et très fashion jumpman, pour ensuite faire nos habituels lopettes. Capital style jusque l'os, et pour le coup tu l'approfonds dans l'os. Naples touche à la transversale, puis Naples retrouve un espace dans ce putain d'entrejeu au 3. On était à la 22e et bam, déliquescence programmée. Tout l'équilibre vu dans les 20 premières minutes s'est effondré. Certains disparurent tout simplement des radars. Si quelqu'un a vu le petit Didi, aka Di Maria, entre la 20e et la 45e, s'il vous plaît, prévenez sa maman car elle le cherche toujours. Tandis que les autres couraient dans le vide de manière désordonnée avec toujours un temps de retard sur leur vis-à-vis. On avait activé le mode beurre et Naples, avec son petit couteau rond, en 3 voire parfois 2 passes, se présentait devant une défense aux abois, dépassée et abandonnée par le reste de l'effectif. Dans ce méandre d'une bouillabaisse même pas assez bonne pour nourrir des rats, Rabiot fut un temps sauvé avant qu'il se mette au diapason du reste de l'effectif vers la 40e, et sinon un Neymar qu'un Cavani risible a failli flinguer, un Neymar à tort critiqué, fut au fond le seul au niveau en première. 20 la seconde, mais franchement j'étais déjà saoulé. L'ami drag queen nazi sortit son nouveau costume nommé 343 collection printemps, et cela redevint bien. Avec un meunier tout bonnement excellent, un tireur auteur d'une superbe entrée, et éventuellement on en planta un, pour revenir au niveau. Mais dans l'instant, on se remit à faire n'importe quoi. Et Naples planta, c'était inéluctable. Et puis bon, comme on a mis les bifetons sur la table et que Maria, la maman du petit Didi, a fini par trouver son rejeton, on sauva la mise. Un match nul pas immérité, Naples fut solide mais peu inspiré, une intensité réelle. Mais j'ai juste une question en fait. C'est quoi ce club de merde? On change les coachs, mais le problème reste. Dès que c'est costaud en face, on se couche comme de sales tapins mal baisés. Et on s'auto-congratule le week-end suivant quand on met la fessée à des clubs qui ont des budgets 20 fois inférieurs aux nôtres. Donc j'ai aimé quoi, pas aimé quoi, rien. Ni l'un ni l'autre, messieurs. Ça m'a juste blasé. Et voilà, Andreas déprimé. Excusez-nous, chers auditeurs, nous l'avons perdu, la matrice dans son cerveau s'est disloquée. Olivier, du coup, enchaîne avec le pas aimé, puisque Andreas elle nous a fait la totale en mode poète maudit ce soir. Olivier, à ton tour, sur le pas aimé. Oui, là, je ne serai pas dans le même registre, je vais essayer de garder la structure initiale. Donc, ce que j'ai pas aimé, c'est un petit peu ce qui transpirait de ce que j'avais aimé, c'est-à-dire le choix tactique du départ. Comment, avec ce 4-2-3-1 qui avait déjà donné des signes de faiblesse contre Lyon en première mi-temps, on espérait résister au milieu, notamment au 4-4-2 agressif et très discipliné tactiquement, que Carlo avait inévitablement concocté pour nous embêter au vu de nos matchs précédents. Donc je crois que c'est déjà cette disposition tactique est la première chose que je n'ai pas aimée. Ce que je n'ai pas aimé non plus, c'est les faiblesses défensives récurrentes de notre équipe, que l'on voit depuis le début de saison, avec 2 latéraux qui sont en difficulté régulière dans ce domaine, principalement Bernat, et des attaquants, hormis Cavani, qui ne défendent absolument pas, et qui laissent livrer eux-mêmes nos 2 milieux de terrain, qui font un peu illusion au départ, puis s'épuisent vite à combler la béance qui existe entre la ligne défensive et la ligne d'attaque. Et puis la difficulté, là aussi, récurrente, à la fois collective et individuelle, à hausser le niveau de jeu et le niveau d'engagement à celui de la Ligue des Champions, avec trop de performances qui sont en retrait par rapport au potentiel des joueurs. Ce n'est pas un problème nouveau, mais hier, il est apparu avec beaucoup de crudité et il contraste bien sûr avec la facilité dérisoire avec laquelle on écrase la Ligue 1 par ailleurs. Merci, d'ailleurs, c'est pas une surprise hier, et avec Dreas, je crois qu'on sentait que ce serait le cas. Paris a couru plus que son adversaire encore hier.
Oui, mais il a couru dans le vide. Il a couru dans le vide. Oui, hein, c'est juste pour dire que c'est pas forcément une question seulement de mentalité ou d'envie et que c'est peut-être plus profond. Daria, si tu voulais réagir là-dessus. C'est un débat, je voulais pas forcément réagir là-dessus, mais c'est un débat, et effectivement, oui. Je tenais l'affirmative et tu me disais le contraire avec Madar, et j'en étais persuadé, on a beaucoup couru. 112 km Paris, 111 mais alors je pensais que la différence allait être plus importante, mais je voulais réagir à ce que disait Olivier, 4-2-3-1, 3, c'était 3-4-3 en l'occurrence. J'ai pas vu un système mieux que l'autre. Hein. Dans les deux cas, j'ai vu pendant un temps, pendant une période de la mi-temps où on avait la main mise plus ou moins sur le jeu. Alors bien sûr, on n'avait pas la main mise comme contre Amiens. C'était Naples en face. Il y avait des moments où ils avaient du répondant. Mais dans les deux cas, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps, on a fini par s'écrouler. C'est donc, au point, je donne pas plus de points au 3-4-3. La seule raison pour laquelle j'ai été très satisfait du 3-4-3, ça tient essentiellement à deux joueurs, ça tient à Kerrer et à Meunier. Mais sinon, le 3-4-3, une fois qu'on a mis le but, on a commencé à faire n'importe quoi. Et après, c'est pareil, sur la charge, sur les attaquants qui refusent de défendre. Alors, je te rejoins pour Mbappé, puissance 10 000. Pour Neymar, je suis pas forcément d'accord. Je l'ai vu très souvent au milieu, je l'ai vu faire des replis, mais il y a un moment où pour moi c'est pas que tout à coup on n'a que deux milieux et qu'on est perdu parce qu'on n'a que deux milieux, c'est toute l'équipe qui se met à paniquer parce que je sais pas pourquoi et elle se met à courir de manière désordonnée. T'as l'impression d'avoir un truc à peu près cadré, à défaut d'être extraordinaire, qui est à peu près cadré, et tout à coup je sais pas, tu te retrouves avec 11 poulets sans tête sur le terrain. Littéralement, c'est ce qui se passe. Alors, on a quelques mecs, notamment Meunier, qui reste mec malgré les débâcles, mais je ne mettrais même pas un système, sur le match d'hier soir, je ne mettrais même pas un système au-dessus de l'autre. À chaque fois, on a vu une première partie de mi-temps consistante, et une deuxième partie de mi-temps qui était indigne. Donc, oui, alors moi je partage pas du tout cette analyse. Je trouve qu'il y a une très grande différence entre la physionomie de ce qui s'est passé en première mi-temps et de ce qui s'est passé en seconde. On peut tout à fait comprendre, et on connaît Carlo qui a eu un petit quart d'heure d'observation pour qu'il voit en début de match comment les choses se positionnaient. Et puis petit à petit, il a pris la mesure de l'équipe parisienne avec cette béance absolument incroyable entre la ligne d'attaque qui ne se repliait pas et les défenseurs qui reculaient et restaient arc-boutés sur leur but, laissant les deux malheureux milieux s'époumoner et baissant naturellement de pied. On a vu un très net reprise en main avec le changement tactique, l'entrée de Kerrer, la sortie de Bernat. Le bloc était beaucoup plus serré, il y avait beaucoup moins d'espace. On a pris le contrôle du ballon, on a égalisé. Et là, Carlo a fait un changement tactique, puisqu'Insigne est sorti. Il a fait rentrer le Polonais, je ne me souviens plus de son nom, à sa place. Voilà, Zielinski. Et à nouveau, la bataille tactique, il l'a remportée, tandis que nous, comme souvent lorsqu'on égalise, et toutes les équipes c'est pareil, il y a un petit moment de flottement. Personne n'a véritablement dominé. Le but de Mertens n'est pas sur une action construite, mais sur une perte de balle et une faute de Marquinhos en défense. Et puis après, on est resté dans le match et on finit par égaliser un peu miraculeusement. Donc je crois qu'il y a vraiment, pour moi, une très très grosse différence entre ce qu'on a vu en première mi-temps et ce qu'on a vu en seconde. Alors, moi je partage pas ton avis et je vais tout simplement rappeler un chiffre. Enfin, c'est à la 24e minute, donc c'est à la 24e minute, c'est 3 minutes après qu'on ait commencé à faire n'importe quoi. À ce moment-là, il y a le chiffre qui apparaît, 7 tirs à 2 pour Paris. Clairement, on avait beaucoup plus d'occasions. Et là où je te rejoins pas aussi, donc c'est sur cette première partie en première minute. Alors tu dis que Carlo s'est adapté, etc. Je ne partage pas. Et ensuite, là où je partage pas non plus, c'est sur la maîtrise en 3-4-3. Ça date pas du changement de Insigne à machin. C'est pas ce qu'il dit. Dans les minutes, c'est que non, il dit qu'il s'est adapté à ce 3-4-3. Oui, et il s'est adapté à ce 3-4-3, mais je dis la perte de la maîtrise, la perte de maîtrise du 3-4-3, elle est intervenue à partir du moment où on égalise. Dans les deux cas, ce qu'on peut constater, c'est que juste avant, en première mi-temps, il y a une transversale qui est touchée, et dans le deuxième cas, il y a le but qu'on marque, mais dans les deux cas, il y a toute l'équipe qui arrête de faire des efforts. Et après, tu vas stigmatiser l'attaque et la défense pour dire
le milieu, mais c'est juste le bloc qui disparaît. Et dans les deux cas, on a le bloc qui disparaît. Alors après, on peut compter les points pour dire effectivement, j'ai préféré le 3-4-3 et moi aussi, mais encore une fois, le 3-4-3, c'est pour moi la vraie différence avec le 3-4-3, c'est qu'on a eu deux nouveaux bons joueurs en plus de Neymar sur le terrain, qui étaient Carrère et Meunier. Mais au-delà de ça, au-delà de savoir lequel était mieux, moi, ce qui m'intéresse, que je ne veux plus voir, c'est cette manière de tout à coup exploser. Parce que le bloc en 3-4-3, dire que le bloc en 3-4-3 a tenu, je ne suis pas d'accord. Et imputer le fait que le bloc en 3-4-3 ne tient plus au seul changement de Carlo, je ne suis pas d'accord non plus, parce que ça intervient bien avant. C'est ton droit, mais je ne suis pas d'accord non plus. Je me permets de conclure sur ce sujet. Pour moi, le 4-2-3-1 de base est une erreur, puisque le point fort de Naples, c'est la largeur et la gestion de la largeur, et qu'on s'est fait trouver non seulement au milieu en premier temps, mais sur les ailes. Après le passage en 3-4-2-1 et non 3-4-3, puisque Neymar et Mbappé jouaient numéro 10 derrière Cavani, et donc c'est pas deux attaquants excentrés. Après ce passage en 3-4-2-1, on a vu un Paris pas plus serein avec ballon, aussi brouillon avec ballon, avec toujours l'absence de joueurs entre les lignes, mais on a vu un Paris qui n'était plus pris sur les ailes comme il pouvait l'être pris, avec un Paris qui récupérait quand même bien plus vite le ballon, et avec un Paris en bloc défensif qui était quand même bien plus cohérent. Naples n'est pas du tout dangereux à part sur le but. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Néanmoins, ce que je constate, et moi ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est cette proportion qu'on a à tout à coup proposer un bloc et arrêter d'être capable de tenir ce bloc. Et après, oui, tu as raison. Si tu veux, c'est entre bien et bien plus, oui, on peut distinguer. Mais moi, ce qui me tilte, c'est le pas bien qui tout à coup apparaît, quoi. Mais même dans le pas bien, on n'est pas en danger. C'est juste que Paris est dans un désordre total. Paris, oui, même quand il se reprend, on n'est pas dans ce désordre-là. On n'est pas dans ce désordre-là pendant les 20 premières minutes de chaque mi-temps. Mais tu prends n'importe quel match, n'importe quel adversaire, il y a toujours un temps fort d'une équipe pendant 10 ou 15 minutes. C'est plus qu'un temps fort, un temps faible. Ça, mais on a une occasion dans ces 20 minutes, et puis petit à petit, l'équipe de Naples prend la mesure, commence à nous dominer au milieu, commence à nous écarter sur le côté droit en voyant qu'Mbappé ne fait pas de repli. Enfin, je pense. Après, on verra. Je suis d'accord pour toi sur les 15 premières minutes qui sont de bonne qualité, mais 21. On perd cette structure pour moi de manière, c'est peut-être pas Carlo qui réagit contrairement à Silvier, peut-être qu'on perd la structure tout seul, comme le dit Tourelle, mais la question est pourquoi. Peut-être aussi parce que le système n'était pas adapté et que au bout d'un moment ça ne peut pas durer. Alors il y a un défaut, j'ai envie de vous poser une autre question, il y a un défaut qui nous suit depuis des années, qui a été très criant hier, c'est l'absence de déplacement entre les lignes, que ce soit sans ballon ou avec ballon. J'ai envie de vous demander si pour vous le souci il est dû au manque de structure qui fait que certains joueurs ne peuvent pas se déplacer comme ils veulent, ou bien au fait que l'effectif n'est pas adapté forcément au jeu de position, et peut-être on devrait revenir à un schéma de foot plus basique, un jeu à la Carlo, on en reparlera tout à l'heure, mais est-ce que pour vous c'est un manque de structure, ou un effectif non adapté, ou autre chose, peut-être un autre problème? Olivier? Moi je crois qu'il y a des défauts que je pointe depuis le mercato. Il y a des défauts très difficiles à corriger dans cette équipe. Premier défaut, c'est des latéraux qui sont très insuffisants défensivement, et notamment dans leur dos. Ça, c'est un problème, surtout lorsque devant eux, dans leur couloir, il y a des joueurs soit qui ne défendent pas, comme Mbappé, soit qui sont brouillons, comme peut l'être Di Maria du côté gauche. Ça, c'est un défaut qui empêche la structure de fonctionner. Le deuxième défaut, c'est effectivement le mauvaise articulation, tant offensive que défensive des trois attaquants. La MCN n'a jamais réellement fonctionné. C'est encore pire cette année, alors que Cavani n'est pas dans une bonne forme et qu'il n'a pas son rendement, efficacité actuellement. Voilà, ces deux défauts-là sont des défauts qui sont, à mon avis, non réglés par le 4-2-3-1, qui, en laissant au milieu de terrain deux seuls éléments, et en écartant de façon trop importante le collectif, aboutit progressivement à son délitement. Donc Tourelle dénonce cette explosion de la structure, mais cette explosion de la structure, il en est responsable par ce type d'organisation qui ne correspond pas aux qualités, mais surtout aux défauts de cette équipe. Qu'à mon avis, le 3-4-2-1 ou 3-4-3 est un meilleur compromis pour y pallier. Ok, mais ce que je voulais dire, c'est que même les années passées en 4-3-3 ou même en seconde mi-temps en 3-2-4-1,
on voit toujours cette absence de jeu entre les lignes quand on a le ballon. On voit toujours une ligne du milieu et une ligne d'attaque qui est complètement séparée par une ligne adverse. Et ça, est-ce que c'est pas dû à la qualité de nos joueurs, à ce qu'est l'effectif? Pourquoi toujours cette absence de joueurs entre les lignes, Darius? Est-ce que tu as une idée moi déjà là je commence à être partisan de remplacer pas mal de joueurs. Je pense on en parlera dans le gros plan. Mais au-delà de ça, je pense qu'on a des joueurs qui sont en train de commencer à montrer leurs limites. Et le truc en fait, c'est que ce qui est terrible, c'est que pour moi ils essayent. Encore une fois, la stat du nombre de kilomètres parcourus en atteste. Ils essayent. Mais il y a des dérèglements dysfonctionnels où tout à coup on a quelque chose de structuré qui fonctionne, qui n'est pas forcément idéal, mais qui fonctionne, et puis tout à coup ça se délite. Et c'est le cas à chaque fois, à chaque confrontation contre de bonnes équipes, où il y a des vrais délitements, des vraies incapacités à tenir en équipe en fait. Et je pense que soit on se dit que c'est notre club et c'est inhérent à notre club et on peut rien y faire, soit on se dit que c'est de la faute des joueurs. Parce qu'il y a un moment, si tu veux, quand tu changes de coach, et que tu revois les mêmes problèmes ressurgir. On a des organisations différentes, il y a chaque fois des choses différentes avec les coachs, mais il y a une constante, une similitude, c'est celle-là. Et dans ce cas-là, peut-être il faut prendre d'autres joueurs, quoi. Je n'étais pas forcément à parler de coach joueur si je disais peut-être que vouloir jouer un jeu de position avec ces joueurs-là, c'était peut-être une erreur. Est-ce que mais revenir à quelque chose de beaucoup plus basique, c'est complètement contraire aux ambitions à la fois qatari et à ce que veut Paris. Ouais, mais est-ce que ça marcherait avec les joueurs qu'on a? Est-ce que je sais pas. Et puis même le coach n'est pas adapté à ce jeu-là. Tu vois, on aurait Carlo Ancelotti à la tête du club. Bah oui, carrément. Là, tout de suite, la réponse, elle devient oui. C'est évident. Mais quand tu as un Thomas Tuchel, t'es pas parti pour ça. Et est-ce que le coach sait faire ça? Est-ce qu'il a les joueurs pour faire ça? On en reviendra tout à l'heure. C'était une petite introduction au grand plan. En attendant, on va passer au top du match. Olivier, je vous laisse le choix entre top, flop, le nombre que vous voulez développer. Olivier, pour toi, les tops du match, s'il te plaît. Les 3 joueurs me semblent avoir un peu surnagé dans ce naufrage collectif. D'abord Meunier, qui n'a pas été meilleur que les autres en première mi-temps et qui a subi la mauvaise organisation, mais qui s'est retrouvé en deuxième mi-temps. On voit très bien, et d'ailleurs il le prouve également dans son équipe nationale, que c'est un joueur qui s'épanouit devant une défense à 3. Il est sécurisé par la couverture que peut assurer le défenseur central du côté droit par rapport aux ballons qui peuvent partir dans son dos, et il peut à ce moment-là, en étant plus libéré, exprimer toutes ses qualités individuelles offensives. Il a pesé beaucoup sur son côté, il a fait des différences, il a fait des bons centres, il est à l'origine de l'action qui va aboutir à la frappe contrée, et donc le premier but contre son camp, le premier but égalisateur. Et puis il a plutôt été brillant dans cette deuxième phase. Bon, Neymar, on peut certes, et moi je le maintiens, regretter qu'il soit inexistant défensivement, mais il a par ailleurs illuminé la rencontre par sa qualité de construction individuelle et collective. Les chiffres sont là: 101 ballons touchés, 4 tirs, dont 2 cadrés, 4 dernières passes avant qu'il y ait un tir. Il suffit tous ces chiffres pour comprendre que le Brésilien a été largement le meilleur Parisien sur le pré mercredi soir, le plus dangereux, le plus inspiré, le plus influent. Alors il l'a parfois joué un peu trop personnel, avec du déchet, 27 ballons perdus, mais c'est aussi la faute au manque de solutions que lui offraient ses partenaires, lesquels ont en outre gâché beaucoup de ses offrandes. Donc c'est vraiment... on a de la peine pour lui de voir qu'il évolue dans une équipe où il n'a pas autour de lui les joueurs qui pourraient profiter de son talent, mais qu'il ait encore la capacité de tenter ce qu'il tente dans ce marasme montre toute sa valeur. Et puis Kerrer qui, en remplaçant... Laisse-moi, Olivier. Il y a 3 tops. Laisse-moi. On est tous d'accord avec ces tops, je pense. De toute façon, il n'y a pas de surprise. Pardon, vas-y, continue. Il y a 3 tops. Je ne t'ai pas coupé dans ton monologue politico-poétique d'introduction, donc je vais pouvoir peut-être placer mon 3e top, c'est-à-dire Kerrer, qui, en remplaçant Bernat à la pause, a permis donc la réorganisation d'une défense à 3.
Et il s'est montré très à l'aise dans cette disposition, très saignant, tant défensivement au duel qu'offensivement, avec des montées de balles bienvenues, une agressivité qui a fait du bien dans le ronronnement ambiant, même s'il doit aussi parfois savoir mieux la canaliser, mais c'est une des rares satisfactions avec les deux autres de ce match. La parole à Drayas. La parole à Drayas, la parole à Gustave Drayas ou Sébastien Flaubert au choix. Que dire sur Meunier? Je vais juste rajouter sur Meunier que j'ai l'impression que cette Coupe du Monde lui a fait un bien fou. Il avait plein de qualités l'année dernière, mais je trouve que en tant que patron, en tant que leader, en tant que joueur, dans la manière de se poser, je trouve qu'il a acquis une nouvelle dimension et qui devient extraordinaire. Et j'applaudis le jugement d'Olivier de dire que ça le rassure d'être dans un système à 3 défenseurs et qu'il peut plus facilement briller. Et c'est impossible de pas le nommer. Neymar, c'est pareil, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, il a fait des efforts défensifs, mais pour le reste, je suis on ne peut plus d'accord avec toi. Et t'as pris Kerrer, donc on va improviser. Et je vais dire du coup Rabiot jusqu'à la 40e et Di Maria pour les 3 dernières minutes. Le mec dit improviser alors que sur son conducteur il y a marqué Rabiot jusqu'à la 40e et Di Maria. Non, ça c'est pas improvisé. Moi j'ai envie de juste rajouter quelques petits points. Meunier, effectivement, cette Coupe du Monde lui a fait beaucoup de bien, mais Meunier n'arrête pas de dire que c'est le fait d'enchaîner les matchs et c'est ce qu'il demandait l'année dernière. Je pense qu'aussi le fait de pouvoir enchaîner, on voit que c'est un mec qui a besoin de volume de jeu. Au niveau mental, il a changé. Il a changé, bien sûr, au demi-finale, une 3e place, en plus en marquant, ça donne confiance. C'est vrai que maintenant, Meunier, offensivement, est quasiment décisif à chaque match. Et défensivement, même en seconde mi-temps, il fait des retours salvateurs. Quelques fois, en première, il était à 1 contre 3, c'était un peu compliqué pour lui, mais il a quand même tenu la baraque. Et quant à Neymar, je suis d'accord avec Drayas sur le fait qu'il a fait des efforts défensifs par rapport à Mbappé qui lui clairement a affiché qu'il ne voulait pas en faire. Le problème c'est que quand il y a des lignes tant distendues, on va pas demander à Neymar de faire non plus un sprint de 100 mètres à chaque fois. C'est impossible. On va passer maintenant au flop. Drayas, c'était flop du match. Cavani, que dire sur Cavani, c'est triste, c'est un bon gars, mais hier, sa meilleure action que je disais par troll, c'est limite quand il tape Neymar, quoi. Le reste, c'est juste... il est servi dans la foulée de Neymar et il fait une reprise qui va aux 25 mètres. Juste derrière, il a une action où effectivement elle est contrée. Et pour le reste, ça a été juste une âme en peine sur le terrain qui était à peu près utile défensivement. Et encore, c'est à discuter. Kylian... Mais je pense que Kylian sur l'aile, faut arrêter parce que j'ai l'impression que toute la pression mondiale en ce moment, l'histoire du Ballon d'Or et tout, ça lui a un petit peu monté au cerveau parce qu'on le voyait en début de saison, essayer de faire quelques fois les efforts défensifs et là, alors que c'est un match super important, clairement, il en a fait aucun. C'était à un niveau hallucinant et en plus de ça, devant, il y a des fois où il ne doit pas rater des actions et il les rate. Et en 3e flop, le reste, on enlève les tops, on enlève les 2 flops là et on met le reste, quoi. On a eu une équipe qui était pas à l'aise, qui savait pas se trouver, des joueurs qui étaient incapables de se bouger, qui étaient incapables de trouver solution. Bernat était à peu près intéressant en première mi-temps, mais c'est à des années-lumière d'être suffisant. Le reste. Olivier, tes flops, s'il te plaît. En dehors des 3 cités dans les tops, tout le reste peut être classé dans la catégorie des flops. Car même si la structure me semble inadaptée dans première mi-temps, il y a eu de grosses défaillances individuelles auxquelles on ne s'attendait pas forcément. La charnière Marquinhos-Kimpembe, le premier a malheureusement été loin de faire oublier son capitaine dont on a pu déplorer le forfait. Il n'a pas du tout la capacité à être le patron de défense qu'est Silva, ni avoir un rayonnement dans la lecture du jeu défensif. Il a vraiment été très très médiocre dans ce match. Et puis le second, qui malheureusement est dans une mauvaise passe actuellement, on l'a vu dans les derniers matchs du PSG, on l'a vu également en équipe de France, où est le Kimpembe qu'on avait l'habitude de voir, qui semblait ne douter de rien. Là manifestement c'est plus le cas, et il a eu des creux, des pertes de concentration, il s'est fait prendre au duel, sur le premier but il est bouffé dans son dos, enfin bref, cette charnière a été un des éléments du désastre.
Bon, là, j'ai un peu raisonné par groupe. Le double pivot Verratti-Rabiot a aussi échoué. Alors certes, il n'est pas seul responsable car il est abandonné au milieu par l'absence de participation défensive, en tout cas efficace des 3 de devant, mais il est aussi bien en deçà individuellement de leur valeur présumée, avec une influence totalement anecdotique de Verratti. C'est un joueur dont on attend dans ces matchs-là qu'il soit celui qui va commencer à initier la construction du jeu. Il a été défaillant à ce niveau-là, il a été défaillant dans le travail de récupération, et puis on a vu réapparaître la mauvaise humeur de Verratti. Il perd un ballon, tout de suite il réclame une faute qui n'est pas là, il s'arrête de jouer, enfin bref, du Verratti dépassé et puis à nouveau saisi par ses problèmes de comportement. Et quant à Rabiot, Rabiot, malheureusement, quand il faut hausser le rythme, quand il faut se mettre au niveau de l'impact que demande ce type de match, on ne peut pas compter sur Rabiot. Rabiot, c'est un diesel. Il est toujours à la même vitesse du début jusqu'à la fin. Il fait son petit train-train. Il fait un nombre de touches incalculable avant de lâcher le ballon. Donc là, il ne sert absolument à rien dans une équipe où il faudrait avoir un tout autre comportement. Et puis le trio d'attaque Di Maria, Cavani, Mbappé. Le premier qui a fait du Di Maria d'un bout à l'autre, c'est-à-dire qui a perdu des ballons, qui a fait des mauvais choix, qui a eu une grosse activité mais totalement brouillonne, et dont le match n'est sauvé que par sa frappe magique pour l'égalisation. Et puis Mbappé, quoi. Mbappé, il reste peut-être sur ce qui s'est passé en équipe de France. En équipe de France, on ne lui demande pas de défendre. Il a à côté de lui la chance d'avoir un Griezmann qui se dépouille comme un malade au pressing. Mais là, non. Le seul qui n'a pas le droit de défendre dans cette équipe, c'est Neymar. À la fois parce qu'il faut qu'il garde sa fraîcheur et surtout parce qu'il prouve par sa qualité qu'il mérite d'avoir ce petit traitement de faveur. Mais Mbappé, non. Et ces défauts-là, ils sont encore plus visibles et néfastes à l'équipe dans sa position excentrée. Ça serait peut-être moins visible s'il était dans l'axe, mais sur le côté, les malheureux joueurs qui jouent derrière lui sont totalement abandonnés et il a un comportement désinvolte qui est inadmissible. Et comme en plus il a été mauvais dans la construction et à la réalisation, c'est un match à oublier pour lui et le malheureux Cavani. Cavani, comme d'habitude, il n'existe que par le but. S'il n'y a pas de but, il n'y a plus de Cavani. C'est fini. Que Olivier avait trouvé le moyen de passer 11 flaps. Mais sinon, je vais quand même réagir 2 choses. La première chose, c'est sur Neymar. Je vais juste redire une fois bien fort pour pas que ça s'installe. Pour moi, Neymar a fait des efforts def et je suis convaincu qu'il a fait des efforts def. Et si tu regardes les stats, tu pourras le constater. Et ensuite de ça, je voulais réagir sur Marquinhos. Quand tu dis qu'il n'a pas su suppléer Silva. Mais moi, je ne lui demandais pas de suppléer Silva. Moi, j'attendais de voir le Marquinhos qu'on a vu. Alors, ma mémoire me fait défaut. Contre Lyon, un peu au milieu. Contre Amiens, surtout en contre Amiens, où on avait un quarterback qui était en train de relancer intelligemment, parfois court, parfois de longues transversales, qui les faisait avec talent. Et justement, ce que je reproche à Marquis sur ce match, c'est d'avoir voulu faire du Thiago Silva. Ouais. Et c'est ça le problème, c'est que Marquis, il faut qu'il arrête de se servir de Thiago Silva comme modèle, il faut qu'il se trouve un autre modèle et qu'il accepte de grandir, après, en supposant que ce soit pas trop tard, qu'il n'ait pas passé trop longtemps au Paris Saint-Germain. Donc, mais on n'en est pas, attends Draias, il ne faut pas qu'il fasse du Silva. Draias, on n'en est pas aujourd'hui à imaginer un défenseur central quarterback. Aujourd'hui, le défenseur central, par la structure de l'équipe, par les défauts qu'on vient de pointer, est condamné à faire un travail exclusivement défensif. Ce que Silva fait naturellement très bien, mais ce que Marquinhos, c'est du sous-Silva. Il ne peut pas faire autre chose, il ne peut pas se projeter. Il a été obligé de parer au plus pressé tout ce match, alors qu'on a subi sur notre but du fait des défauts qu'on a décrits. Je crois qu'il faut arrêter d'imaginer qu'on est une équipe qui est capable de jouer entre les lignes. Ça, c'est idéal avec un autre effectif. Mais aujourd'hui, on a un effectif qui nous contraint à jouer de cette façon-là. Alors moi, j'ai envie, je vais réagir là-dessus. J'ai envie de dire oui et non. Oui, je suis d'accord avec toi dans le sens où, vu comment on subit sur les ailes, il faut mieux avoir un Silva qui, au moins, dans l'axe, va savoir dégager les ballons, va savoir être placé, anticiper pour dégager ses ballons. Et c'est vrai que Silva n'est pas même si tout le mal que j'ai pu en dire ces derniers temps n'est pas le principal défaut de cette équipe. Maintenant non, dans le sens où s'il y a cette déstructure et ces espaces entre les lignes, c'est aussi parce que les décès n'avancent pas avec le ballon. Donc c'est encore une fois le serpent qui se mord la queue. Il y a du vrai, il y a du moins vrai. Maintenant,
c'est peut-être pas le principal reproche actuellement de l'équipe. Et moi, je voulais dire, enfin, tu vois, le fait d'avoir un joueur qui est capable de relancer de derrière, alors déjà, on n'est pas dans une illusion, dans le sens où Marquinhos le fait, le fait d'être capable de placer une transversale, que tu sois en train de jouer contre Naples, contre Barcelone ou contre Amiens, ne change rien. C'est le fait d'être capable de placer une Barcelone. C'est pareil, ça implique pas le fait d'être capable de jouer en équipe ou je sais pas. Et ce que je déplore, c'est que Marquis, quand il se retrouve à être vice-capitaine, seul en défense, sans Silva, il se retrouve à vouloir faire pareil. Et après... Oui, c'est là où je rejoins pleinement Basto. On ne pourra pas trancher la part en deux. Effectivement, si notre défense est basse, si notre équipe est coupée, à ce moment-là, un Silva est ultra précieux. Si un Silva est ultra précieux, tu mets un Silva avec un Carlo Ancelotti, c'est... Enfin, mais le truc, c'est que peut-être qu'on pourrait avoir un axe défensif qui soit plus proactif. Et Marquinhos est capable de le faire, mais moi justement, ce que je reproche sur ce match, et toi tu es en train de dire que c'est un sous-Silva, mais ce que je reproche sur ce match, c'est que Marquinhos n'est pas un Silva, et qu'il essayait de faire du Silva, et pour moi il était complètement contre nature. Malheureusement parmi nos décès, personne ne soit capable d'être vraiment proactif. Non, mais si on regarde un petit peu le profil technique de nos défenseurs centraux, on a deux défenseurs centraux qui ont plus un profil libéraux au sens réel du terme, qui sont Silva et Marquinhos, et deux défenseurs centraux qui ont plus un profil stopper, comme sont Kimpembe et Kerrer. Ce sont ces paires qui sont performantes. Mais là, hier, quand tu joues avec deux latéraux qui défendent mal dans leur dos, quand tu joues avec un Kimpembe qui a la tête dans le guidon et qui n'est plus du tout le Kimpembe rayonnant qu'on a connu, le malheureux Marquinhos, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre que d'essayer de tenir la baraque? Ce que fait Silva depuis le début de la saison. Mais malheureusement, Marquinhos n'est pas Silva, et on voit bien toute la différence de classe qu'il peut y avoir entre ces deux joueurs. C'est pour ça qu'à mon avis, la défense à 3 est le mieux adaptée aussi au profil de nos centraux, avec un Silva ou un Marquinhos libéraux, et deux stoppeurs devant eux qui se projetteront en alternance et qui peut-être apporteront justement ce jeu entre les lignes dont on déplore qu'il n'existe pas lorsqu'ils sont deux seulement à subir le poids du match dans l'axe. Ok, merci. J'ai envie de vous poser maintenant des petites questions. Déjà une, est-ce qu'on n'a pas été trompé par la communication et la calinothérapie de Tourelle? Hop, je donne une petite fesse à Rabiot, hop, je fais un câlin à Neymar, hop, j'accorde des vacances à mes joueurs, alors que par exemple Buffon a déclaré que c'était complètement impensable de faire ça en Italie. Est-ce qu'on n'a pas été un peu trompé? Je ne parle pas forcément de nous, mais le peuple parisien n'a pas été trompé par toute cette communication de façade. Dryas, je sais que toi... tu étais un peu tombé dedans, est-ce que tu... Ouais, je suis vite fait tomber dedans, parce que j'aime bien, qui n'aime pas les histoires à l'eau de rose de temps en temps, par-ci par-là, une petite comédie romantique, ça fait jamais de mal par où ça passe. Mais je crois pas que ce soit le problème, au contraire, même je maintiens que c'est une qualité, je maintiens que Tourelle a eu... Alors après, c'est aller trop loin, avec les vacances, avec... Il y a des éléments qui sont allés trop loin, mais en soi... Il a su se faire accepter par l'effectif en un temps record. On voit tous les joueurs dire avec le coach ça bosse, et tu sens dans leur manière de le dire qu'effectivement il y a du boulot. Le problème, c'est que ça ne se traduit pas dans le fait qu'ils jouent en équipe sur le terrain. Et je pense que le problème, il est plus profond que ça. Alors après, peut-être que cette calinothérapie va trop loin. Après, est-ce qu'elle est forcément mauvaise? Et encore une fois... on ne peut juger que sur ce qu'on voit. Les joueurs, encore une fois, disent que quand ils sont dans le vestiaire, des fois ça gueule et que le coach est dur. On ne juge que sur ce qu'on entend. Olivier? Oui, je crois qu'il y a deux Tourelles. Il y a le Tourelle pour la galerie, et à Paris, il faut que cette galerie soit souriante. Et s'il y a calinothérapie, moi je préfère qu'elle soit faite par Tourelle que par El Khelaifi, de mon point de vue. Ça sera au moins, ça n'ira pas contre l'intérêt du coach. Et ensuite, comment un jeune entraîneur, sans véritable palmarès, sans grande expérience du très haut niveau, peut aborder un vestiaire comme celui-là, un vestiaire qui est un vestiaire compliqué, avec des stars, avec des joueurs qui sont multicapés, multititrés. Alors, est-ce qu'il faut qu'on prenne un Mourinho, un Conte, qui vont rentrer dans la gueule des joueurs, qui vont les fustiger en conférence de presse, qui ne vont vivre que dans le conflit? Je pense pas que ça marchera. Est-ce qu'on doit plutôt prendre un entraîneur
comme Carlo Ancelotti. Moi, je pense que Tourelle, il marche un peu dans ces traces-là. Tout le monde loue la grande empathie que Carlo a avec ses joueurs. Et on a vu encore hier l'émotion de tous ces anciens joueurs lorsqu'ils l'ont croisé dans le couloir avant le début du match, les embrassades, les connivences, voilà, le respect qu'on a pour ce coach-là. Je crois que Tourelle, il fait très bien ça. Il a trouvé le bon ton. Et ce qui est parfois exagéré, mais bon, les médias aiment beaucoup broder à ce niveau-là. En dehors du terrain, à mon avis, sur le terrain, ça doit être une toute autre chose. Et il paraît, et c'est pas la première fois, que les joueurs en ont pris fortement pour leur grade à la mi-temps, et que c'est un entraîneur qui, s'il faut élever la voix et le ton, ne manquera pas de le faire. Donc, moi, ça ne me gêne pas, et je pense qu'il a choisi la bonne voie pour se mettre les joueurs avec lui, et ce qui est nécessaire pour construire avec un vestiaire comme ça. Je suis d'accord avec quasiment tout ce que tu as dit, Olivier. Juste, Carlo, par rapport à Tourelle, n'est pas dans la démonstration. C'est pas Carlo qui va mettre une petite main aux fesses, qui va faire un câlin ou qui va chanter avec ses joueurs lors d'une conf de presse. Est-ce que je peux réagir? Oui, et c'est le point que tu soulèves sur, par exemple, les vacances accordées. On pense par exemple aux vacances de Neymar, etc. Il y a des fois où c'est vrai, ça va trop loin. Mais de là à pointer ça comme un problème et comme une potentielle cause... Moi, je suis plus d'accord avec vos réponses, justement, voilà, de là à pointer... Je pense que ça va trop loin parce que je pense que justement, sur ce chapitre-là, il gère plutôt bien la mytho. C'était pas pour faire polémique, c'était juste une question qui fait débat aujourd'hui. C'était juste pour vous dire, mais je suis plutôt d'accord avec tout ce que vous avez dit. Une deuxième petite question maintenant. Est-ce que vous êtes confiant pour la qualification? Je vais rappeler deux petits chiffres avant. Contre les gros, en 26 matchs, on a remporté 6 matchs et à l'extérieur, 1 sur 13 contre le gratin européen. Donc est-ce que vous êtes confiant pour la qualification malgré les chiffres que je viens de rappeler? Ce n'est pas pour vous induire dans votre réflexion. Êtes-vous confiant pour la qualification, Draias? Je suis ni confiant ni pas confiant. Je sais juste qu'on n'a pas le choix. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et justement, c'est moi j'étais content de cette poule, j'étais content de la manière avec laquelle ça s'est déroulé cette poule. Alors j'espérais un autre match contre Naples hier. Mais maintenant on a vraiment plus le choix. Donc soit on est capable, soit on n'est pas capable. Et si on n'est pas capable, on va vite le savoir. On va arrêter de se bercer d'illusions pour arriver en huitième de finale ou en quart de finale et se faire taper et devenir la risée de l'Europe entière. On va avoir un révélateur de ce qu'est notre niveau bien avant, quitte à avoir une saison très longue très bientôt. Olivier? Moi, j'ai jamais été confiant après ce mercato qui n'a fait qu'aggraver la dégradation de l'équilibre du groupe depuis 3 ans. Depuis 3 ans, c'est de pire en pire. Bon, le recrutement tonitruant de Neymar et Mbappé a totalement caché la misère du reste de ce groupe. Donc j'étais pas confiant en début de saison. Je l'étais encore moins lorsque j'ai vu les deux gros qu'on tirait dans cette poule. Et je savais qu'il y avait une forte chance qu'on ne passe pas la poule. Maintenant, est-ce que c'est vraiment un problème? Je crois que pour une fois, on a remarqué qu'aucun objectif n'a été fixé à ce coach. Et en particulier, aucun objectif européen. Est-ce que enfin les dirigeants ont pris conscience de la situation dans laquelle était ce groupe, lié au FPF et à l'auto-interdiction de recrutement qu'on a décrété nous-mêmes pour éviter d'éventuelles sanctions? Et peut-être que pour El Khelaifi et son groupe, une non-qualification en Ligue des Champions ne sera pas un drame, et que peut-être un beau parcours en Ligue Europa les satisfera tout à fait. Donc pour moi, il n'y a aucune confiance, mais je ne prends pas ça au drame. T'as un peu réagi sur ma question suivante. Mais je voulais réagir vite fait à ce que disait Olivier. C'est en Europa, on n'est pas encore passé, quoi. C'est ce que je dis, mais ça va avec ma question. Pardon, excuse-moi. C'était justement, tu as un peu introduit ma question suivante, qui était, toi personnellement, est-ce que tu préfères aller en 8e et te faire sortir, ou faire un joli parcours en Europa League? Je préfère faire un joli parcours en Ligue des Champions. Parce que là, le choix que tu nous proposes est un choix qui n'est pas tenable, si tu veux. Pour moi, et peut-être contrairement à la majorité des Français, il n'y a aucune commune mesure entre la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Donc rien ne remplacera la Ligue des Champions, et vaut mieux se faire sortir en 8e de finale de Ligue des Champions. Ne pas passer la poule de la Ligue des Champions, c'est pour moi quelque chose d'assez dramatique
dans l'histoire du PSG et par rapport à l'investissement que représente l'arrivée de QSI. Maintenant, il faut aussi avoir conscience de ses limites et peut-être que un joli parcours en Ligue Europa permettra de ne pas transformer cette saison en échec total. Oui, je pense pas que ça ait fait du mal à Chelsea et l'Atlético d'aller gagner l'Europa après avoir perdu en poule. Dreyas, toi, t'en penses quoi? Tu préfères quoi? Déjà, moi, je pense que si on n'est pas capable de passer en poule, on va se faire taper en Ligue Europa. Alors peut-être, allez, on va attendre les demi-finales pour se faire taper. Mais si on n'est pas capable de sortir de cette poule, à moins qu'on change complètement notre manière de jouer, on passera pas non plus en Ligue Europa, parce qu'il faut pas croire que la Ligue Europa c'est facile, quoi. Le drame de cette poule se fait ridiculiser par la Roma et un Chelsea qui était faible et va gagner l'Europa derrière, donc tu sais jamais. Non, mais le drame de cette poule, c'est surtout qu'elle arrive trop tôt par rapport à la prise de contrôle de Tourelle. Peut-être qu'avec quelques semaines ou mois supplémentaires, arrivé au printemps, il aura pu mettre en place la structure qui lui permet de tirer le mieux profit de son équipe. Là, il est pris par l'urgence et ça facilite pas les choses. Mais Andreas, oui, c'était pas vraiment la question qu'elle t'a répondu. Toi, si je dois te dire aujourd'hui, on perd en 8e ou on fait finale d'Europa, tu prends quoi? Si tu me dis ça et tu me présentes ça sous ces termes-là, je prends tous les jours la finale en Europa, parce que le fait de te faire sortir en poule, c'est une grande déception, mais on finit par s'en remettre. Et la saison sera finie en novembre. On va se réenflammer pendant les matchs au début. La Ligue Europa, on la prendra de loin, mais t'inquiète pas que quand viendront les quarts de finale, on se remballera. Alors que si tu vas en 8e, c'est fini très tôt et c'est fini de la même manière que d'habitude. Donc oui, je choisis la Ligue Europa tous les jours. Mais sincèrement, si on passe pas cette poule, après, peut-être qu'Olivier a raison, peut-être que quelques mois de plus permettront à Thomas Tuchel de plus être à même de gagner des matchs, mais si rien ne change, si on passe pas cette poule, on gagne jamais l'Europa League. Si rien ne change, évidemment, je suis plutôt d'accord avec toi. On va passer maintenant au grand plan. Donc on a pu parler des défauts de Paris dans les gros matchs ces derniers temps. Donc il est peut-être temps de passer à l'heure des choix pour Thomas Tuchel. Mais quelle solution a-t-il avec son effectif? Donc je vais vous poser plusieurs questions pour essayer de répondre à cette problématique. On va commencer déjà avec le système. Est-ce que pour vous, le système en 4-2-3-1 est viable pour les grosses affiches? Et sinon, quel système vous proposez, Olivier, s'il te plaît? Je pense déjà que pour Tourelle, le 4-2-3-1 est un choix par défaut. Il avait montré en début de son exercice que le 4-3-3 était la chose qui lui semblait la mieux adaptée à l'histoire de cette équipe, mais en l'absence de numéro 6, et malgré l'essai infructueux de Marquinhos dans ce poste, il a vite renoncé à ce système-là et a donc proposé au groupe un système qui est un système nouveau pour ce groupe, qui est le 4-2-3-1 et qui semble surtout dicté par son choix la limitation en nombre de ses milieux de terrain. Il n'a jamais que Verratti et Rabiot pour jouer dans ce milieu en étant de vrais spécialistes. Et puis son envie d'introduire en plus de la MCN Di Maria, qui est devenu son joker offensif qui déplace dans les quatre coins du terrain en fonction des besoins. Et ce système-là était pour lui la solution qui lui permettait de remplir tous ces critères. Maintenant, on ne peut plus douter, après plusieurs ratés annonciateurs, notamment la première mi-temps à Lyon, qui a montré les limites de ce système, qui est inadapté aux qualités et surtout aux défauts de l'équipe, en particulier face aux gros, qui savent appuyer là où ça fait mal et qui ont les moyens de le faire, des latéraux friables défensivement dans leur dos, et pourtant attirés vers l'avant, associés à des attaquants non ou mal concernés par le repli défensif, et on voit vite réapparaître ce que l'on a déploré avant, c'est-à-dire un éclatement du bloc, des écarts entre les lignes, et un milieu en sous-nombre incapable de supporter le poids du match. Démarrer avec ses faiblesses face à un maître tacticien comme Ancelotti, qui avait dû étudier ça soigneusement, était à mon avis suicidaire. Il lui a suffi d'appuyer pour faire voler en éclats la structure, comme l'a déploré Tourelle, alors que pour moi, il en est le principal responsable hier. Sans vrai 6, je le répète, le 4-3-3 me semble également inadapté. La défense à 3 m'apparaît depuis le début comme le meilleur compromis pour faire face aux défauts
constitutionnelle de ce groupe. Et pour moi, la réorganisation tactique à la pause l'a parfaitement démontré. La question qui reste alors, quel joueur doit-on sortir pour faire rentrer le 3e défenseur central? On y répondra peut-être un peu plus tard avec tes questions. Exactement. Darius, toi, ton avis déjà, je note, c'est marrant parce qu'Olivier n'envisage pas un seul moment Verratti en 6, alors que ça a été un fantasme pour pas mal de gens pendant très longtemps. Après, il peut y avoir le 8 avec Alves de retour. Laisse-moi finir. Mais le Marco Verratti tel qu'il joue à l'heure actuelle, en 6, voire même en 8, c'est discutable. Le problème, c'est que Tourelle a dit que Verratti pour lui était un 8, pas un 6. Dan, laisse-moi répondre. Ouais, mais Tourelle n'envisage pas Verratti en 6. Maintenant, donne-moi, toi, ce que tu envisages. Je peux répondre? Bah oui, laisse-moi présenter, excuse-moi. Non, t'es pas en train de présenter, Vas-y, tu réagis avant le premier truc. Donc, et ensuite de ça, moi j'insiste sur le fait que les 20 premières minutes en 4-2-3-1 étaient cohérentes, de la même manière que les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps en 3-4-2-1, pardon pour le 3-4-3. Et du coup, j'ai une réponse à cette question, c'est « Et si on rappelait Yannick Noah ?» Ah oui, développe ton point. C'est simple, c'est pour moi, on s'emballe sur des... Alors, vous avez raison, et je suis d'accord avec vous, et c'était encore plus vrai face à Naples pour le point que tu as mis en avant, à savoir que... Et contrairement à ce que tu disais, Olivier, pour moi Carlo Ancelotti n'a pas fait de grands coups tactiques hier soir, il a juste fait jouer son équipe de la même manière avec laquelle il a fait jouer souvent, et ça passe beaucoup par les ailes, et à ce moment-là, le 4-2-3-1 n'était pas forcément adapté par rapport à la configuration de l'effectif qu'on a. Mais moi, ce que je constate, c'est ce délitement. Délitement parce qu'on a marqué un but, délitement parce qu'on a peur, parce qu'on se prend une barre, délitement parce que machin. Ce que je constate, c'est un énorme souci mental qui est presque psychédélique. Faut-il rappeler que le 6-1 contre Barcelone, que tout le monde est riche comme pierre angulaire de je sais pas quoi, avait fait les beaux jours de PPDA dans les guignols de l'info sur un 6-1, mais cette fois c'était pas contre le Barcelone, c'était contre la Juventus, qu'on a un problème qui est consécutif dans cette équipe qui tient au mental. On n'arrête pas d'essayer de répondre de manière tactique, on n'essaye pas de répondre en changeant les coachs, en changeant les machins, en discutant sur les chiffres, comment on les aligne les uns avec les autres. Mais il y a un moment où il y a un problème mental, et il va falloir régler ce problème mental. Alors soit ce problème mental, mais ça peut pas être les coachs, parce qu'on n'arrête pas d'en changer, donc il y a forcément un moment où c'est pas les coachs. Soit c'est les joueurs, dans ce cas-là qu'on change les joueurs, ou qu'on mette des vrais leaders positifs, et on va en parler tout à l'heure. Ou sinon, qu'on envisage que effectivement c'est un problème mental dans cette équipe qui date depuis, je sais pas, si on essaie de remonter dans le temps. Non, si on essaie de remonter dans le temps, qui date au fond depuis 95-96, parce qu'encore une fois, la Coupe d'Europe gagnée en 97, qui on avait appelé au chevet, 96, qui on avait appelé au chevet de l'équipe parce que les joueurs ne voulaient même plus jouer pour Luis Fernandez, c'était le fameux Yannick Noah. Et depuis ça, on n'a jamais fait de gros matchs contre les gros, qu'on ait été dirigé par un tel. Donc depuis 96, on n'a rien fait. Depuis 96, on fait rien. On a eu plein de changements, plein de trucs, et l'équipe. Enfin, je veux dire, on a même, comment il s'appelle, Jumpman là. On a même Michael Jordan à nos trous. Ça marche pas. Donc voilà. On peut essayer de sortir une combinaison de chiffres. Et je suis d'accord avec vous. Le 3-4-2-1 était peut-être plus adapté. Mais indépendamment de ça, on a une équipe qui est fébrile mentalement. On a une équipe qui se chie dessus dès qu'elle a l'occasion de se chier dessus. Et avec ça, on peut rien faire. Moi qui adore les systèmes un peu nouveaux, je me demande même si on ne doit pas passer un petit 4-4-2 classique comme sous Carlo, mais c'est vrai que Tourelle n'est pas adapté pour ça. Non, Tourelle n'est pas adapté pour un jeu avec un Carlo, un petit 4-4-2 avec Carlo, oui, à la place de Pastore à son époque, Draxler à gauche, un détonateur à droite Di Maria et puis à la place de Ibra, Neymar qui tourne autour d'un genre de pointe. Carlo qui d'ailleurs par rapport à ce que je disais est une des parenthèses dans la période où je viens pour me faire prendre les fesses. Mais t'as Carlo, tu réinstalles le 4-3-2-1. Non mais le 4-4-2 avec Neymar plus haut qui tourne autour d'Mbappé, c'est pareil 4-2-3-1, 4-4-2. Non, mais le 4-4-2 va laisser persister un des défauts qui est cette faiblesse défensive, surtout dans leur dos des défenseurs latéraux, et on voit mal ni Draxler
ni Di Maria, dont ce ne sont pas les principales qualités, être capable d'être un appui défensif extrêmement fort. Beaucoup de récupération. La différence, Ouais, non mais attends, tu parles d'intensité, Draias, tu parles de mental, c'est pas Draxler qui va apporter cet aliment-là. Moi, je suis beaucoup plus rassuré lorsque le soutien défensif des latéraux est fait par des vrais défenseurs derrière eux, en couverture, que par des milieux de terrain excentrés qui ne sont attirés que par une seule chose, c'est le but. Donc le 4-4-2, je n'y crois pas avec ce profil d'effectif. La seule diff entre le 4-2-3-1 et le 4-4-2, c'est juste que le 4-4-2, tu retournes à un système plus basique où tu écartes sur les ailes, alors que le 4-2-3-1, tu cherches plus l'axe. Mais c'est le seul point, et puis Tourelle n'est pas là-dedans. On va passer maintenant à la question 2. On avait pu entamer ce débat il y a 2 semaines. Vous pensiez persister avec la MCN aux dernières nouvelles. Est-ce que pour vous maintenant, après les matchs qu'il y a eu contre notamment Naples justement, est-ce qu'il faut encore persister avec cette MCN qui manifestement ne marche pas depuis 1 an et demi? Draias, ton avis? Le truc, c'est qu'on a un Cavani qui est aux fraises, littéralement aux fraises, et on a un Kylian qui se fout de la gueule du monde quand il est sur l'aile, et c'est d'autant plus énervant qu'en début de saison, il n'était pas comme ça. J'ai sincèrement l'impression que l'histoire Ballon d'Or, ça commence à lui monter au cerveau. Voilà, donc t'as un Kylian qui fait n'importe quoi sur l'aile, t'as un Cavani qui fait n'importe quoi devant, t'as presque l'impression qu'ils ont passé un secret deal. Cavani, ok, je vais aller sur le banc, ouais, d'accord, ok, moi je te prends la place devant, enfin, je sais pas, enfin... Mais pour répondre plus sérieusement, Olivier l'a dit tout à l'heure, et c'est très vrai, la MCN n'a jamais fonctionné. Mais comment juger cette MCN quand on a un Cavani qui est à ce niveau-là? Très bien. Olivier, ton avis sur cette question? Effectivement, moi, pour rebondir, pour prolonger la réflexion de Draias, qui peut parler encore sérieusement de MCN aujourd'hui, tant les relations techniques entre ces 3 joueurs sont absentes. Passe encore entre Neymar et Mbappé, et on le voit d'autant mieux lorsqu'ils sont proches l'un de l'autre. Et ça a été un des avantages aussi de la réorganisation tactique en deuxième mi-temps, où ils ont joué tous les deux en position de 10, et on a vu que c'était déjà un petit peu mieux. Mais depuis toujours, Cavani ne joue pas la même partition qu'eux, et il peine à participer comme à être trouvé par ces 2 joueurs. Il n'y a aucune complicité entre eux. Et comme il n'existe que par le but, son manque de réussite actuel le condamne dans cette organisation-là. Par ailleurs, la désastreuse non-participation défensive de Mbappé est encore plus gênante sur le côté. Et puis, on ne peut d'autant moins parler de MCN que c'est plus la MCN aujourd'hui. Di Maria a été propulsé par Tourelle comme le 4e élément qui s'est ajouté aux 3 autres. Et même s'il ne brille pas dans le jeu, avec toujours les mêmes difficultés à être cohérent, il a une efficacité indispensable. On voit bien encore que c'est lui qui a sauvé l'équipe hier par une de ses frappes extraordinaires dont il a le secret. Donc si on doit passer une organisation en 3-4-3 comme je le souhaite, le seul à sacrifier à mon avis, en tout cas aujourd'hui, et pour les gros matchs, c'est Cavani, pour permettre de recentrer Mbappé et de le soutenir par un duo de numéro 10, Neymar-Di Maria, dont on a vu à 1 ou 2 reprises l'efficacité. Je vais juste réagir sur un truc, c'est éculé maintenant. Mais faut se souvenir que Cavani, c'est un joueur qui est arrivé dans l'ombre d'Ibra, qui a su gagner sa place et le cœur des supporters, parce qu'il l'a vraiment gagné. Enfin, comptons le nombre de joueurs qui ont eu le droit à une chanson qui est venue spontanément. Je veux dire, Neymar a eu le droit à sa chanson parce qu'il est arrivé, mais des joueurs qui ont eu le droit à une chanson qui a été faite pour eux par les supporters, il n'y en a pas tant que ça. Cavani a eu la sienne. Et c'est un crève-cœur de parler de ce joueur comme ça, mais le fait est que s'il ne montre pas autre chose que ce qu'il est en train de montrer en ce moment, il ne sert à rien sur le terrain. Oui, je reviens sur ce que tu disais par rapport à la période où il a cohabité avec Ibra. C'est finalement la période où il a été le plus utile pour l'équipe, parce qu'il fait un travail défensif lorsqu'il est sur le côté que ne font pas ni Di Maria ni Mbappé. Et alors qu'il est pratiquement jamais dans l'axe. Soit il a cavalé derrière pour pouvoir combler un trou, soit il va se balader sur le côté, tu sais pas très bien pourquoi. Donc c'est finalement, et d'ailleurs qui aurait eu l'idée de mettre Cavani dans l'axe et Ibra ailleurs,
ça s'imposait naturellement qu'Ibra soit le personnage de l'axe et Cavani sur le côté. Peut-être peut-il retrouver un élan dans une position plus excentrée, mais bon, actuellement son efficacité désastreuse le condamne dans cet état de figure. J'ai une réponse pour toi. C'est une action où Cavani était extraordinaire, où tu as Cavani qui fait un 100 mètres vers la défense, qui fait, je sais plus s'il récupère la balle ou etc. Et il refait un 100 mètres derrière et il plante un but. Et cette action, il l'a fait en tant que neuf. L'année dernière. Et cette action, il l'a fait en tant que neuf. Mais il en a fait qu'une, Rayad. Il en a fait qu'une. Non, il en a pas fait qu'une. L'année dernière, il en a fait plein. L'année dernière, il en a fait plein. C'est dû à l'organisation de l'équipe et à la manière avec laquelle on veut jouer et le fait de placer Neymar là, où effectivement on prive à Cavani, quand il est devant, la possibilité de repousser derrière. Et le fait de le priver de ça, le fait de s'organiser, quand on joue bien, on s'organise absolument pas pour le contre. Et Cavani est fondamentalement un joueur qui est fait pour le contre, à la fois par ses replis défensifs et par ses attaques. Et dans notre organisation, c'est complètement incompatible avec le joueur qu'il est. Et au fond, c'est même pas surprenant qu'il n'arrive pas à s'exprimer dans cette manière-là, parce que Cavani, ça tient à autre chose, le fait qu'il soit efficace. Moi, ce débat me fait penser à avant la Coupe du Monde 2006 en équipe de France, quand Henry et Trezeguet étaient en pointe ensemble et n'arrivaient pas à jouer ensemble. Alors que ce sont deux très grands joueurs. Pendant de longs mois, on avait dit il faut persister avec les deux. Finalement, on avait sacrifié Trezeguet. Après, on va pas refaire le débat de Domenech. Est-ce que c'est Domenech, est-ce que c'est le groupe qui a décidé de s'en séparer? Mais on avait tranché en décidant de se séparer de Trezeguet, de mettre Malouda ailier gauche. Et à l'arrivée, ça avait fait une finale de Coupe du Monde. Donc est-ce qu'il ne faut pas sacrifier Cavani sans lui en vouloir? C'est pas sa faute, c'est la structure collective. Donc on va passer maintenant au point 3. Il y a beaucoup de nos joueurs qui sont de nos naufrages depuis plusieurs saisons. On peut penser à Marquinhos, à Rabiot, à Verratti, etc. Donc se pose la question, encore et toujours, l'absence de leader positif. Donc pour vous, quels sont les leaders à l'heure actuelle sur qui on peut se reposer et sur qui construire? Olivier, s'il te plaît. Pour moi, il n'y a qu'un seul leader, c'est l'entraîneur. Et je crois surtout, pour l'expression des joueurs, à la qualité de l'organisation collective et à la discipline des joueurs pour la respecter, comme au charisme de l'entraîneur pour les inciter à le faire. Alors, en ce qui concerne le rôle des joueurs sur le terrain, pour moi, ce n'est pas un rôle de leader dont j'ai envie, c'est un rôle de relais. Quand on voit l'histoire du foot, l'histoire des grandes réussites du foot, c'est parce qu'il y a eu l'alliance entre un entraîneur très fort, très structuré, et qui était capable de fédérer des relais sur son terrain. La France 98, les relais, il s'appelait Blanc, il s'appelait Deschamps, il s'appelait Zidane. Et ça, Zidane, cette alliance-là, elle a fonctionné. Cette année, Deschamps est passé entraîneur et il a des relais sur le terrain, que ce soit en défense centrale avec le madrilène Varane, Pogba et Griezmann. Absolument. Voilà. Et donc, moi, c'est ce que j'attends. Les cartes, elles sont entre les mains de l'entraîneur. Tourelle a réussi sa première étape, qui était une étape de prise de confiance de son groupe. Maintenant, il faut absolument qu'il lui impose ses idées de jeu et qu'il impose ses choix d'hommes pour le faire. Je dirais que le 4-2-3-1 qu'on a vu hier, c'est une composition entre guillemets statutaire. Une composition où on a aligné les joueurs dont le recrutement a coûté le plus cher au club. Ça, c'est probablement la composition Nasser El Khelaifi. Mais il y en a marre de ces compositions-là. Il va falloir maintenant faire des compositions où on ne tient pas compte simplement de la carte de visite, mais où on tient compte de l'efficacité et de la complémentarité des joueurs. Moi, je veux un patron sur le banc et je veux des relais sur le terrain. Alors, des relais, il y en a naturellement. Silva est un relais derrière. C'est le patron de la défense, tous les joueurs le disent et le suivent. Et d'ailleurs, ils sont sécurisés, que ce soit Marquinhos ou Kimpembe quand ils jouent avec Silva. Au milieu de terrain, malheureusement, on a perdu Mota, qui était ce relais, cet ADN, comme Laurent Blanc le désignait avec justesse. Et comme vous, j'espère, dans un retour d'Alves dans ce secteur, si Alves, bien sûr, retrouve ses qualités physiques pour qu'il reste un leader technique incontestable. Et devant, malheureusement,
on n'a pas de leader, on n'a pas de relais, on n'a que des individualités. Il va bien falloir que Tourelle trouve un moyen pour que ces individualités s'inscrivent dans son système, le comprennent et le servent. Si on n'a pas un entraîneur qui est un grand leader, on n'aura pas de sursaut du PSG cette année. Merci pour cet avis éclairé, Olivier Drayas. Alors après, oui, leader, relais, enfin, pour moi, la question de Basto, c'est juste le mot leader était peut-être pas bien choisi, mais grosso merdo, il voulait qu'on parle des relais, c'est-à-dire des gens qui sont capables de véhiculer une bonne image. Et je vais commencer par le négatif, je pensais commencer par le positif, mais je vais commencer par le négatif, ça me semble plus sensé maintenant. Qui ne semble plus être en mesure d'être un leader positif, il y a Kimpembe. Parce que Kimpembe, il doit digérer. Mais le problème, c'est qu'on ne sait plus bien quoi il doit digérer, parce que ça fait longtemps qu'il est en train de digérer. Et le fait que l'excuse de la jeunesse, ça peut durer peut-être encore 1 ou 2 mois, mais il y a un moment où il va falloir se poser la question si Kimpembe n'est pas juste un joueur un peu limité, juste un joueur. Et je parle durement de Kimpembe, mais il faut savoir que pendant très longtemps sur un forum, j'étais avec un hashtag je crois en Kim, c'est un joueur que j'adore, mais qui s'est un peu perdu dans ses phrases, Moi j'avais vu contre Barcelone, j'avais vu un patron, quand il jouait pas, alors déjà quand il jouait, mais même le match retour quand il jouait pas, la manière d'être sur le banc, j'avais vu un patron. Ce Kimpembe là, on l'a complètement perdu, donc Kimpembe, peut-être qu'un jour il pourra devenir un leader, mais ce jour commence à s'éloigner très 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 loin. T'as Marquinhos qui est le vice-capitaine éternel, qui est tout le temps mis en avant, mais ce Marquinhos là il est trop irrégulier, il essaye trop d'imiter Silva, il essaye trop de faire comme s'il devait faire, plutôt que d'être capable de développer une identité à lui-même, parce que c'est tout con, mais quand Olivier tu parles de relais, tu parles de mecs qui ont des personnalités qui sont fortes, des personnalités qui sont affirmées, chez Marquinhos on la voit pas. On peut parler de Silva, tu parlais de Silva, je suis désolé, Silva a été le capitaine de chacun de nos échecs. Il n'y a pas un seul échec où Silva n'est pas le capitaine. C'est monsieur le capitaine échec. Donc je sais pas si c'est un relais positif, parce que j'ai pas l'impression en fait. Je pense que tu vois, tu arrêtes pas de te plaindre de Nasser El Khelaifi, mais pour moi Silva c'est le relais de Nasser El Khelaifi. Il n'y a pas un seul moment où je me suis dit tiens Silva c'est le relais du coach qui est en place. Ensuite de ça on peut parler de Marco qui déjà une personnalité, mais le Marco entre blessure et méforme, il est passé où le petit hibou? Ça fait combien de temps qu'on l'attend? Enfin, ce Marco de Barcelone où il y a eu des films, des machins, des trucs, il est où? Ce mec-là n'est plus là, on a plus l'impression qu'il est un peu dilettante. Tu parlais d'Alves, alors tout à l'heure je vais parler en positif de Buffon, mais justement en disant Buffon c'est déjà trop tard, mais si Buffon c'est déjà trop tard, Alves c'est quoi? Cavani peut être un lieutenant, peut être un mais certainement pas un leader, et les autres j'en parle même pas. Et maintenant je vais parler des quelques-uns sur lesquels à mon avis le coach serait bien inspiré de s'appuyer. Contrairement à ce que tu disais, pour moi Neymar c'est le leader technique. Tu parlais de Deschamps, non pas de Deschamps, tu parlais de Jacquet. Il s'appuyait sur quoi comme leader? Il s'appuyait sur Deschamps qui était le gueulard, il s'appuyait, il y avait De Sailly aussi, peut-être même plus De Sailly que Blanc, ça c'est discutable. C'est discutable, on pourra en parler, mais c'est pas le sujet. Mais sinon, il y avait un leader technique qui était Zidane. On avait deux, il y avait Djorkaeff. Différent Djorkaeff, différent. C'était, mais justement Neymar là, il a été recentré à la fois sur le terrain et dans le projet, et il peut être ce leader technique. Et il a été la rare étoile hier. Sinon, l'autre joueur sur lequel je m'appuierais, c'est Meunier. Meunier qui montre vraiment une attitude très différente pour moi depuis cette saison, qui montre une attitude combative. C'est pour moi un leader positif. T'as Kehrer qui est auteur d'une très bonne entrée. Tout le monde l'a mis au pilori à cause de sa première entrée. Pour moi, on ne pouvait pas compter sur lui avant dans 6 mois, voire 1 an. Mais il s'avère que c'est un mec qui est là et qui n'est pas depuis trop longtemps à Paris, et donc qui n'est pas gagné par ce mal. Et enfin, je nommerai Buffon. Parce que passer ça, j'en vois pas d'autres. Ça va être ta prochaine question, Buffon. Moi, je suis... Vas-y Olivier, pardon. Oui, moi je crois qu'il faut distinguer 2 types de joueurs. Des joueurs qui sont des leaders techniques et des joueurs qui sont des relais. Des joueurs qui ont une idée de structure, qui sont le garant de la structure et surtout qui évitent que la structure ne se délite.
Mais on a actuellement des joueurs qui individuellement, beaucoup sont des leaders techniques. Que ce soit nos attaquants, que ce soit Verratti, que ce soit... Voilà. Mais Verratti n'a jamais été aussi bon qu'à côté du Grand Motta. Le Grand Motta était celui qui était le chef d'orchestre. Et ce chef d'orchestre, il dirigeait un brillant premier violon qui est Verratti. Verratti, il est actuellement, mais peut-être définitivement, un joueur qui restera un joueur brillant, mais qui a besoin autour de lui d'une structure pour qu'il puisse briller. Donc pour moi, j'en reviens à mon propos initial, il faut un coach leader. Leader à la fois sur le plan technique et sur le plan de l'idée de jeu, et il faut une structure, qu'il construise une structure solide, comprise des joueurs, avec 2-3 relais pour pouvoir éviter qu'elle ne se délite. Si la structure est forte, les joueurs à l'intérieur seront forts. Surtout ces joueurs qui sont bons techniquement, mais qui n'ont peut-être pas une vision du jeu, qui n'ont peut-être pas une qualité mentale à la hauteur de ça. Moi, je vais rebondir par rapport à ce qu'a dit Dray. Je suis d'accord avec pas mal de leaders ou émergences qu'on voit cette année. Et je vais faire des mea culpa par rapport à ce qu'il avait pu dire, notamment cette défense à 3 ou notamment sur Di Maria. Pour moi, il y a Meunier qui se dégage, comme l'a dit Dray. Il y a Neymar qui se dégage, évidemment, leader technique absolu. Il y a Kehrer en émergence. Il y a Di Maria qui, malgré tous les défauts et tout ce que je pensais sur lui, montre avec son volume de jeu et par le fait qu'il est décisif et peut-être indispensable aujourd'hui. Et donc à l'arrivée, avec tous les joueurs que j'ai cités, c'est quoi? C'est comment peut-on jouer? Di Maria préfère être axial, Neymar préfère être axial, Meunier est meilleur dans une défense à 3, on a Kehrer. Effectivement, peut-être ce système, parce qu'on doit construire par rapport aux forces en présence et non pas par rapport à une utopie idéalisée ou de ce qu'on voudrait voir. Et donc effectivement, moi qui n'étais pas forcément pour ce système de base, c'est peut-être la meilleure solution. On verra plus tard. Le foot. Quel bonheur pour moi d'entendre ça. Peut-être que dans 2 mois, le discours sera différent des deux côtés. Mais permettez-moi de tempérer dans le sens où tant qu'on n'aura pas résolu le problème mental, vous pourrez aligner les chiffres comme vous voulez. Oui, bien sûr. Ça, après, pour régler. Mais le mental dépend de la structure. Le mental dépend de la solidité de la structure. Oui et non. Après, on va pas commencer à se demander qui est le premier de l'œuf ou de la poule, parce que sinon on va pas s'en sortir, Olivier. C'est l'œuf. Donc maintenant, on va passer à la dernière question, le choix du gardien. Je sais que vous étiez plutôt Areola pour être titulaire dans les grands matchs. Mais par rapport notamment à Areola hier, qu'on aurait pu citer dans les flops par rapport à sa sortie un peu hasardeuse sur le premier but, où il marque un temps d'arrêt. Déjà contre Belgrade, il avait eu un placement peut-être un peu douteux. J'ai envie de vous poser cette question. Areola est-il en train de perdre sa place tout seul? Drayas, toi qui es plutôt Areola. Je trouve que moi, je maintiens. Je trouve que les critiques le concernant sont beaucoup trop dures. Mais après, je suis obligé de constater que là où beaucoup de gens voient des erreurs, je vois un gardien qui n'a pas été décisif. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont en train de le critiquer. Ouais, il était 20 cm trop à gauche. Ouais, il aurait dû... à l'arrivée, l'un dans l'autre, qu'il fasse une erreur ou qu'il fasse pas une erreur, il n'est pas décisif. Et on est... il suffit pas d'avoir fait 2 matchs en équipe de France pour être intronisé grand gardien. Et il y a un moment, il faut aussi savoir être décisif en club. Et si on veut être gardien au Paris Saint-Germain, il faut gagner des points pour son équipe. Et mis à part peut-être quelques-uns en championnat, je suis encore à essayer de compter les quelques points que Areola nous a fait gagner. À défaut, là où des gens disent qu'il nous fait perdre des points, moi je dis pas qu'il nous en fait perdre, mais par contre je suis obligé de constater qu'il nous en fait pas gagner. Donc toi, t'es un peu comme le Tour de France actuel où c'est l'élimination par l'arrière. Mais à l'arrivée, le remplaçant c'est qui? C'est Buffon, qui est un mec qui lui reste une saison. Allez, peut-être. Oui, mais il y a forcément. Ou 3 ou 5 ou 6. Il y a forcément un moment où les réflexes du corps ne vont plus être les mêmes. Et il y a forcément un moment où le physique le rattrape. Et il faut trouver une solution. Et Buffon peut être une solution pour cette saison. Mais Areola, il y a un moment où le match qu'il a fait contre l'équipe de France, le fait de briller contre l'équipe de France, c'est très bien, bravo, j'applaudis. Quand est-ce que tu le fais pour mon club? Je ne l'ai pas encore vu. Il a fait, à l'équipe de France en l'occurrence, il a fait un bon match contre l'Allemagne, il a fait une petite boulette contre les Pays-Bas. Arrête de cracher. Mais je crache pas, je suis dans les faits. Olivier, toi qui disais qu'entre les deux gardiens il y avait très peu de différence et qu'il fallait donc donner la place à la jeunesse, que penses-tu maintenant
de la situation? Bah, c'est sûr qu'il est dans le dur actuellement. Mais bon, le naufrage collectif a été tel que il subit lui aussi la pression de l'équipe adverse, plus que s'il était bien protégé par une équipe dont la structure était conquérante. Mais surtout, ce dont il souffre, Areola, c'est du mythe Buffon. Qu'est-ce qu'on a vu de Buffon aujourd'hui? Rien face au gros. On ne l'a vu que contre des... Lyon. Non, d'accord, Lyon. D'accord, Lyon. Ok, Lyon qu'on a battu 5-0 parce que c'est une équipe naïve et qui était incapable de tenir. Moi, je te parle des gros. Je te parle de Liverpool. Je te parle de Naples. Aujourd'hui, Buffon, c'est la statue du commandeur pour Areola. Il a derrière lui le monument qui pèse sur ses épaules. Et ça ne doit pas être très facile à gérer. Alors moi, aujourd'hui, je ne veux plus du débat Areola-Buffon. Buffon, maintenant, est devenu un joueur à part entière puisque sa suspension est levée. Alors moi, je veux qu'il me démontre qu'il reste le Buffon qu'il a été. Et donc, moi, je le mettrai titulaire pour les 3 matchs à venir, qui sont des matchs importants, contre Marseille, contre Lille et contre Naples. Et là, on pourra faire une vraie comparaison entre Buffon et Areola. Et moi, je n'ai pas de doute sur celui qui sortira vainqueur de cette confrontation. À ce point-là. À ce point-là, oui, oui. Confiant quand même, Olivier. À ce point-là. Confiant. Mais je veux dire, en fait, le Buffon, il nous a montré qu'il était... Rien. On l'attendait. Il a les défauts. Non, c'est pas vrai. Contre Lyon, il sort le match. Et justement, tu vois, contre Lyon, il t'en fait un d'arrêt décisif. Mais attends, on a les yeux de Chimène pour Buffon. Mais on a tous devant nous. On a tous devant nous le Buffon qu'il a été. Areola, il en a fait des très beaux arrêts dans des matchs importants. Contre l'Allemagne, il sort un match exceptionnel. Attends. La liquidation, c'est pas un match important. Arrête. Tu parles de l'équipe de France. Là, on parle du Paris Saint-Germain. Le fait est que Buffon, dans un passé très récent, a fait un arrêt plus que décisif contre Lyon. Areola, oui, il nous en a fait. Tu vas pouvoir me trouver des exemples contre Amiens, je sais plus les noms des clubs. Mais le dernier moment où dans un match important, Areola nous a fait un arrêt décisif, moi je l'attends. Et dans les faits concrets. Alors après, j'applaudis ta décision ton souhait d'avoir Buffon sur les 3 prochains matchs pour pouvoir justement se faire une idée de manière un peu plus précise. Mais justement, à mon avis, on se fera une idée de manière un peu plus précise. C'est-à-dire que Buffon, il aura les défauts qu'il a toujours eu, mais il nous fera quelques arrêts décisifs dans le match. Et voilà. Olivier, quand tu dis, il faut voir. Olivier, quand tu dis, toi, tu n'as aucun doute, tu penses qu'Areola sortira vainqueur. Donc. Oui, absolument. Pour moi, Buffon, pour Buffon, il a passé la colline et Buffon ne sera plus au niveau qu'on a besoin pour un gardien dans cette équipe. Ok, très bien, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, sauf la conclusion. Pour moi, on verra que Buffon sera le gagnant. On verra bien, c'est intéressant. À suivre, exactement, 3 petits points. On va maintenant passer à une petite projection sur le match de dimanche. Le classique, je n'aime pas dire classico puisque c'est contre Barcelone. Le classique Marseille-PSG. On va commencer par une première question qui peut susciter des débats. Est-ce que pour vous ce match a une importance particulière, Olivier ? Objectivement non, puisque quoi qu'il se passe, son résultat ne changera absolument rien au fait que le PSG sera champion à la fin de la saison. Mais symboliquement oui, parce qu'on sait que ce duel complètement artificiel monté de toutes pièces par Tapi et Denisot n'a strictement aucune raison historique d'être au niveau où il est, mais qu'il revêt une importance pour les supporters des deux camps. Donc voilà un peu comment je situerais ce match. Et c'est encore plus vrai dimanche, puisqu'on sort de cette prestation très désastreuse contre Naples et qu'on ne peut pas se permettre de perdre un deuxième match successivement. Et en plus, c'est un match qui va nous donner quelques indications pour le retour à Naples, puisqu'on va se retrouver un peu, les valeurs n'étant pas les mêmes, mais le contexte étant très proche, dans un stade bouillant, avec une équipe qui va nous sauter à la gorge. Donc je crois que c'est pas mal pour Tourelle de voir un petit peu ce que ça peut donner. Merci. Dreas, est-ce que pour toi ce match a une importance ? Moi, c'est quoi le mot que tu avais dit ? Symbolique. Moi, je remplacerais le mot symbolique par subjectif. Je suis parfaitement d'accord. Objectivement, ça n'a aucune importance.
enfin, à moins d'une catastrophe hallucinante, on est quasi déjà champion avec le départ qu'on a pris. Mais subjectivement, voilà, c'est juste au niveau sensible. Tu tapes les rats, bah tu tapes les rats. Ça fait plaisir de taper les rats. C'est comme ça. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Je suis d'accord avec vos deux avis. Un petit coup de gueule, juste, j'ai vu hier, avant le match contre Naples, des gens qui me disaient que battre Marseille était plus important que battre Naples. Et là, j'avoue, un peu halluciné. Non, c'est pas sur le même plan. Mais par contre, je voulais réagir à quelque chose que disait Olivier. Vas-y. Olivier, tu disais que le duel PSG-Marseille avait été monté de toutes pièces. Mais je voulais juste faire appel à ta culture et te demander, est-ce que tu connais un duel qui n'a pas été monté de manière artificielle ? Oui, l'histoire a fait que, mais je crois qu'il y a des duels plus naturels. Un derby donc entre villes voisines, ça c'est quelque chose qui est quelque chose de naturel. Mais là, Marseille et Paris, ça n'a jamais été important dans toute l'histoire du foot, qu'à cette époque-là. Juste un truc, ce qui a été naturel à la naissance ne l'était pas forcément, est devenu naturel. Non, moi je t'en donne. Boca River dès le début, guerre de territoire. Celtic Glasgow, protestant contre catholique dès le départ. Mais là encore, arrête d'enchaîner les exemples. Laisse-moi répondre par exemple juste un sur Celtic Glasgow. Est-ce que tu peux pas voir des mecs qui ont voulu prendre une influence par rapport aux trucs protestants? Explique-moi les duels entre religions. Comment est-ce qu'ils naissent, pourquoi est-ce qu'ils naissent, etc. Le club est créé par les protestantistes et l'autre club est créé par les catholiques. Il y a déjà de base une guerre dès le départ. Tu me demandes de t'expliquer. Sur l'histoire du club. Mais avant, sur la... Enfin, bon, après... la guerre protestant-catholique existe depuis bien plus longtemps que la guerre Glasgow-Celtic. Voilà, exactement. Mais peu importe. Tu me demandes de t'expliquer, je t'explique. Oui. Passons, Max. Et Real, tu remontes à Franco qui crée plus ou moins le Real. Et tu as déjà une guerre de base entre Real et le reste. Puis après, ça s'est créé par Barcelone qui était indépendantiste. Mais t'as une base qui est plus là. Bref, c'était même pas le débat. Est-ce que pour toi, par exemple, Arias, le fait que des gens disent que Marseille était plus important que Naples, je t'approuve? Mais non, j'approuve pas. Ça n'a rien à voir. Il y en a un qui est objectivement plus important et un autre qui est subjectivement plus important. C'est juste, c'est pas sur le même plan. C'est juste Marseille, c'est là. Battre Marseille, c'est la friandise. Battre Naples, c'est la nécessité. Merci. Je ferai quand même un petit clin d'œil, Basto. C'est comme quand tu dis qu'il vaut mieux être sorti et gagner l'Europa League qu'être sorti en 8e de finale de la Ligue des Champions. Objectivement, ces deux compétitions n'ont absolument rien à voir et la Ligue des Champions doit primer quel que soit le résultat. Je sais pas. Tu gagnes une Europa, à l'arrivée de la saison le plus réussie, c'est que tu perds en 8e. Tu retiens la victoire finale. Ouais, mais dans quoi? Ouais, ça se comprend. On va passer au deuxième point sur ce Marseille-Paris Saint-Germain. Qu'attendez-vous de ce match? Et donnez-moi par exemple une composition que vous souhaiteriez, Drayas. Moi, ce que je veux, c'est dans les goals Buffon, ça me paraît naturel et inévitable. Alors, mine de rien, même si j'ai beaucoup critiqué le 3-4, 3-4, 3-4, je voudrais une défense à 3 et j'aimerais Kehrer, Marquis et Silva. Mais oui, si Silva y a, bien sûr. Mais Marquis, je l'attends en rencard, c'est-à-dire que Silva sera le libéraux à l'ancienne, dans le sens Inter Milan auquel tu faisais référence, Olivier, tout à l'heure. Et j'attends de Marquis qu'il soit... Mais j'ai un peu peur par rapport à ça. Sinon, je mettrais Meunier, Bernat sur les ailes. Et je mettrais Di Maria et Rabiot au milieu. Marco, je le mets sur le banc. Il y a un moment, il faut qu'il se réveille. Je mets Drax, Neymar en 10 et Kylian en 9. Ah ouais, toi, tu prends des risques, mon petit. Olivier? Moi, j'attends de ce match la réaction de Tourelle. Il avait bien réagi après la claque à Liverpool en fustigeant le manque d'intensité de ses joueurs et en faisant monter la pression à ce niveau-là. Il doit absolument réagir après la claque contre Naples. Donc j'attends qu'ils prennent enfin... Olivier. Oui. Juste, je me permets de réagir. C'est bien beau de réagir après Liverpool pour faire quelque chose en championnat et puis attendre qu'ils réagissent après Naples pour faire quelque chose en championnat. Mais j'aimerais bien qu'ils réagissent avant Naples pour qu'on ait un bon résultat à Naples, pour changer. C'est bien ce que je te dis. J'attends qu'ils réagissent avant le retour à Naples. Là, le passé est le passé. Oui, et donc, il faut maintenant se projeter vers l'avant. Donc, j'attends cette réaction.
J'attends qu'il prenne vraiment le contrôle de cette équipe et qu'il la fasse jouer dans le système qu'il souhaite. Et puis j'attends que l'équipe, elle aussi, nous offre une revanche. Ce premier match-là, il s'intègre dans un triptyque qui va voir se succéder Marseille, Lille, et tout doit être fait pour la cerise sur le gâteau qui est Naples. Beaucoup de choses vont se jouer dans ce match contre Naples, donc tout ce qui va être fait avant doit se faire dans l'optique de la préparation de ce match-là. Alors personnellement, moi j'alignerais en espérant que Silva soit apte la formation suivante en 3-4-3, Buffon dans les buts, Marquinhos, Silva, Kerrer. Moi, je suis moins inquiet que toi sur Marquinhos. Dès qu'il y a Pépère derrière pour les rassurer, Marquinhos et Kerrer vont faire un bon match, ils vont se projeter, ils vont bien couvrir leurs latéraux, ça va fonctionner. Au milieu, je mettrai Meunier, Verratti, Rabiot, Bernat, parce que là aussi, il faut préparer le match contre Naples. Je ferai un double pivot offensif en 10, Di Maria, Neymar, et Mbappé en pointe. Malheureusement, c'est Cavani qui doit faire les frais de cette réorganisation. Enfin, moi j'ai mis Di Maria au milieu et Drax en 10. Ouais, moi je suis entre vous deux. C'est que moi je mets Di Maria piston gauche, puisqu'il a beaucoup plus de volume de jeu pour jouer sur l'aile gauche que Draxler, mais je mets Draxler en 10 du coup. Et donc je mets pas Bernat comme toi, mais j'inverse Draxler Di Maria. Ok. Mais du coup, Olivier, il y a qui Olivier préfère Bernat à Draxler. Ah voilà, dans ce système. Donc, oui, avec une défense à 3, non, je pense que Bernat peut exprimer ses qualités offensives en étant moins dangereux sur le plan défensif. On est quasiment d'accord du coup sur la quote. Non, toi tu sors Verratti par contre. oui, voilà, c'est ça la différence. C'est que moi, Verratti, je le mets dehors. Là. Et là, Verratti, je le mets dehors. Et là, pour moi, c'est un no-brainer. Tu fais du all-in quoi. Ah, mais pour moi, l'important, c'est de mettre Verratti dehors en fait. C'est juste faire comprendre aux joueurs. Il y a un moment où on t'attend. Ouais, ok. Du coup, moi j'ai la même compo qu'Olivier avec juste Draxler à la place de Bernat. Sauf que Di Maria est piston gauche et Draxler 10 du coup. Mais il faut espérer qu'on puisse mettre le système puisque Silva est incertain et Kimpembe est suspendu. Donc on verra. si on n'a pas les deux, ça va être compliqué de tester ce système en 3-4-2-1. Donc on verra bien ce qui se passe. Donc on verra ça dimanche. Voilà, on arrive au bout de ce podcast. Merci à tous. Merci auditeurs. Ne déprimez pas car ensemble on va le faire. Merci, grand Manitou Olivier, pour ta prestation du soir. Merci. Ensemble, on va le faire, ça c'est pas bon comme conclusion. Hein. C'est vrai que je vais peut-être porter la poisse. Merci à vous deux. Et merci, petit écolier de Rayas. Merci à toi. Et j'ai une question pour Olivier. Qu'est-ce que tu dirais de faire 3-0, 3-0, enfin en gros tous les matchs à domicile et perdre 0-3 à Naples? Non, moi je veux qu'on termine. Ils nous ont appris une chose. C'est à Marseille le match. Non, mais les matchs de préparation en France, je veux dire. Les matchs de préparation en France, ils nous ont appris une chose, c'est qu'on allait briller quoi qu'il advienne pour se faire taper en Europe comme il faut. Moi je veux qu'on finisse ce championnat invaincu. On se fait sortir, Olivier, imagine le truc, on se fait sortir en Ligue des Champions, derrière on arrive en coupe UEFA, et en coupe UEFA en fait on fait que 2 tours. On arrive début janvier, il reste plus que le championnat, on sera premier, mais on se fera chier. Moi mon rêve, je vous le donne, gagner l'Europa League, voilà. On la gagnera Gagner l'Europa League. J'adore cette compétition et ce sera le dernier mot du soir, car j'ai le dernier mot. On la gagnera pas. À bientôt les amis. Salut. Salut.